Salut! Aujourd'hui, je vais revenir bien sûr sur ce qui s'est passé au Venezuela. Je vais essayer de vous en apprendre un peu plus sur ce qu'est le Venezuela, comment il en est arrivé là, et pourquoi le régime s'est effondré, et comment, suite à ça, en France, on a une certaine gauche qui perd l'un de ses derniers petits totems de la gauche victorieuse quand elle est au pouvoir, pendant que des Vénézuéliens descendent dans la rue pour célébrer la chute de Maduro. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'enfonce. Ce qui se joue là-bas, ce n'est pas seulement la fin de la dictature, comme on le voit un petit peu partout, et ce qui est un petit peu dommage, je trouve, c'est l'effondrement en fait d'un mythe politique que la gauche radicale française a défendu pendant des années, mais aussi des enjeux géopolitiques extrêmement importants. Le Venezuela, c'était la preuve que le socialisme fonctionne. Aujourd'hui, c'est surtout la preuve inverse, et ça, malgré les plus grandes réserves de pétrole au monde. Même avec l'argent, ils n'arrivent pas à faire fonctionner des pays gauchiste. Et on va voir Mélenchon qui joue la carte du complotisme, et ça en devient même inquiétant, vous allez voir dans cet extrait. Je le trouve un peu perdu, il veut faire du Mélenchon, mais je trouve que ça en est presque inquiétant. Et on va voir aussi les réactions du Rassemblement National, et qui lui est plutôt juste dans sa réaction, comme souvent. Et je trouve que là, c'est une manière de pouvoir juger un petit peu comment la France agirait si c'était le Rassemblement National qui était au pouvoir. Et on voit qu'ils sont plutôt justes, vous allez voir ça. Et surtout, cette crise révèle la faillite idéologique de la gauche française et de l'impuissance diplomatique de la France. Donc pour commencer, bien évidemment, je vais vous faire une petite mise en contexte, histoire d'avoir absolument toutes les données pour un petit peu comprendre les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela. Donc, le Venezuela devient indépendant de l'Espagne en 1811, sous l'impulsion de Simón Bolívar. Jusqu'au XXe siècle, on a des instabilités chroniques, des coups d'État, des régimes autoritaires, et en 1920, découverte massive de pétrole qui transforme, bien sûr, radicalement l'économie. Le Venezuela devient l'un des pays les plus riches d'Amérique latine entre 1950 et 1980, bien évidemment, grâce au pétrole. Bien sûr, l'économie, vu qu'elle dépend du pétrole, on se retrouve avec un État rentier, de la corruption, du clientélisme et des élites complètement déconnectées du pays. La démocratie est extrêmement fragile entre 1958 et 1998. On a en 1958 chute de la dictature militaire, bien évidemment, mise en place d'une démocratie représentative, dominée par deux partis, l'AD et la COPEI. On a une croissance dans le pays, mais bien sûr des inégalités sociales massives comme d'habitude. On a en 1989, c'est El Caracazo, qui est un déclenchement majeur avec des émeutes violentes après des mesures d'austérité imposées sous pression du FMI. Bilan, des centaines de morts, rupture définitive entre le peuple et les élites politiques. Ensuite, en 99, c'est l'élection de Chavez avec sa révolution bolivarienne. Il sera donc président de 99 à 2013. Il propose donc en 99 une nouvelle constitution, comme par hasard la nationalisation du pétrole et des programmes sociaux massifs. Donc ça a été la gloire de la gauche avec, regardez, quand la gauche prend le pouvoir, ce qu'il se passe, une forte baisse de la pauvreté dans les années 2000 et soutien populaire réel, surtout chez les classes pauvres. Donc, on a la gauche qui, comme d'habitude, est élue sur la pauvreté et ce genre de choses, et qui donc essaye de résoudre les problèmes de ses électeurs. Mais bien sûr, comme toute gauche, quand elle se respecte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dérive. Et qu'est-ce qui se passe? Concentration des pouvoirs, dépendance accrue au pétrole, affaiblissement des contre-pouvoirs, répression croissante de l'opposition comme par hasard. Une dictature commence à s'imposer encore une fois au Venezuela. Ensuite, à sa mort en 2013, le système est déjà fragile mais tient encore grâce aux revenus pétroliers comme d'habitude. Et on a l'élection de Nicolás Maduro qui est élu président en 2013 avec
50,6% des voix contre Enrique Capriles. L'écart n'est seulement que de 235 000 voix. Et du coup, bien sûr, contestation. L'opposition dénonce des irrégularités, un usage abusif de l'État, de l'appareil d'État. Le scrutin est validé officiellement, mais contesté politiquement. En 2018, la réélection est là pour le coup, beaucoup plus controversé. Car ce sont des élections présidentielles anticipées dans un contexte d'une opposition fragmentée, plusieurs leaders interdits et emprisonnés et boycott massif du scrutin. Résultat, Maduro réélu avec 67% des voix, mais la participation officielle est de 46%. Donc, cette élection est fortement contestée à l'international. Elle est non reconnue par les États-Unis, l'Europe et l'Union européenne. Par contre, reconnaissance maintenue par la Russie, la Chine, Cuba et l'Iran. On voit bien le genre de pays que c'est. Donc on voit bien que là, Maduro a mis en place un système autoritaire, quasi totalitaire, avec l'abandon total de sa population. Et en fait, si on devait faire une comparaison historique, c'est vraiment le même genre de comparaison qu'on peut faire avec l'URSS en fin de vie, c'est-à-dire une économie qui était totalement administrée, des pénuries, un pouvoir verrouillé et un narratif anti-impérialiste pour justifier l'échec interne. Parce que Maduro a beaucoup joué sur le fait qu'il était, on va dire, anti-impérialiste, mais surtout anti-capitaliste. Et voilà, vous voyez, les mêmes rhétoriques que l'on peut voir aujourd'hui en France de la part de la gauche. Donc maintenant, on va écouter un petit peu ce que nous dit Mélenchon, maintenant qu'on en sait plus sur le Venezuela et qu'on en sait plus sur ce qu'était le pays. On va voir ce que va nous dire Mélenchon. Ensuite, on ira voir du côté du RN et quelques réactions des habitants du Venezuela, ou en tout cas de nationalité vénézuélienne. Et on finira bien sûr par le positionnement que devrait adopter la France au niveau de la géopolitique pour essayer de se positionner et bien sûr de tirer tout le positif géopolitiquement et pour l'avenir de la France de cette situation compliquée pour le Venezuela. Donc écoutons Mélenchon. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être du mauvais côté, vous qui défendez les défavorisés, vous qui êtes toujours du côté des opprimés? Vous n'avez pas l'impression de vivre dans une illusion et la réalité, elle ne ment pas. La réalité, c'est des gens qui souffrent au quotidien. Jean-Luc Mélenchon. Bon, je connais tout ça, c'est le même élément de langage qui sont continuellement resservis partout. Après 18 ans de gestion de vos amis chavistes, le peuple vénézuélien, tous les Vénézuéliens sont aux prises avec la faim et la pénurie. Je me demande en quoi les pauvres Vénézuéliens sont en danger. La terre entière se met contre Venezuela et différentes personnes bien intentionnées et bien payées vont d'un plateau à l'autre pour expliquer que le Venezuela c'est l'enfer. Ça fait 50 ans que ça dure, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu périmé cette idéologie? Est-ce que vous pensez en France que le président Depuis 50 ans, le comportement des États-Unis d'Amérique a changé? Je vous ai laissé parler, vous pourriez me laisser parler? On n'est pas au Venezuela ici. Ah bah justement. L'opposition a le droit de parler. Allez-y, Laurence Debré. Deuxième interpellation. Justement, vous imaginez en France que les opposants au gouvernement, c'est-à-dire vous par exemple, la France Insoumise, les députés, se rendent à l'Assemblée nationale et se fassent tabasser, y compris les femmes? Ce n'est pas vrai. S'acharner sur Venezuela et sur les socialistes, ça oui, Venezuela parce que c'est mon pays. C'est pas votre pays. C'est son pays. Si c'était votre pays. Non, madame. J'y ai toute ma famille. Et alors, c'est pas une raison. Et d'ailleurs, on m'interdit d'y aller. Vous êtes une bizarre, opposante, vous avez le droit. Mais essayez pas de vous mettre les habits. Mais pourquoi le dialogue n'est pas possible avec vous? Oui, non, madame, on peut pas parce que je suis d'essence dictatoriale, c'est bien connu, comme mon ami Hugo Chavez, et ainsi de suite. Vous le prouvez? Madame, oui, je le prouve. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec votre attaque. Continuez à lire les papiers que vous avez reçus parce que comme ça, vous pensez sérieusement que je suis incapable de vous expliquer ce qui se passe dans le pays? Je pense que vous êtes capable de répéter des éléments de langage qui sont organisés par l'opposition. C'est son pays, monsieur Mélenchon. Non. Qu'est-ce que vous me cherchez des coups dans la tête? Je défends un pays qui a essayé de faire une politique pour les pauvres, qui est agressé par la première puissance du monde, qui envoie du monde et qui déstabilise son économie. Voilà, madame. Donc vous défendez toujours le président. Je viens dans une émission nationale, je vais avoir peu de temps ici,
Et ça sera pour répondre à vos sottises et à vos argumentaires préfabriqués. Donc, pardon, quand Emmanuel Macron dit le gouvernement de Maduro est une dictature, vous ne cautionnez pas. Il a tort. Non, ce n'est pas une dictature. Il y a des élections. On peut tout critiquer. Très bien. Donc vous n'entendez pas ces arguments. Non, absolument pas. Et je désapprouve que l'on perde son temps à discuter du Venezuela dans une grande émission nationale avec quelqu'un dont c'est sans doute l'heure de gloire que d'être venu réciter ici les éléments de langage de l'opposition. C'est méprisant. Parce que j'en ai par-dessus. Oui, c'est méprisant. C'est méprisant à l'égard de l'Europe. Oui, madame, j'en ai par-dessus la tête de ce genre de numéro. Il y en a ras-le-bol. C'est une émission, on n'est pas censé applaudir, mais bon, vous êtes applaudi. Voilà. Vive les États-Unis, abat Venezuela, le chavisme. Non, mais vive les riches, abat les pauvres. Les Américains n'ont rien au Venezuela. Les vôtres. Un mot de conclusion. Non, un mot de conclusion. Vous lui tournez le dos, là? Non, je range mes papiers. Voilà, bien sûr. Je précise que tout le public, quasiment 80% du public, est acquis à votre cause, sont des insoumis. Laurence Debré, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, on a Mélenchon complètement déconnecté et qui s'affole. Hein. Et il nous fait le grand, comme si cette personne avait subi, comme elle le dit, vous pensez que je suis pas capable d'écrire ses papiers. Elle a sa famille au Venezuela, elle sait de quoi elle parle, mais il est mal, il est pas bien, parce que là, c'est la preuve, parce que quand il nous dit que Chavez a réduit la pauvreté, que Maduro... quand il nous parle de Chavez et de Maduro, il nous parle pas de ce que je viens de vous dire dans la mise en contexte de ce qui se passe là-bas, que depuis toujours, c'est un État puissant, fort, qui contrôle l'opposition, qui l'empêche de parler, avec des élections qui sont... truquées avec des choses comme ça, truquées de manière habile, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas directement truquées dans le scrutin, mais elles sont truquées dans la manière dont elles se passent. Et on a Mélenchon qui défend encore ça, qui ne sait plus comment le défendre. On le voit bien sur sa tête qu'il est pas bien. Il nous fait croire qu'il aimerait parler d'autre chose, que ce serait pas important de parler du Venezuela. C'est là qu'on voit la déconnexion complète de LFI par rapport à tous ces sujets et à la géopolitique internationale. C'est que si c'est un sujet extrêmement important, on parle de la plus grande réserve de pétrole au monde, 303 milliards de barils. Pour info, on a à peu près 37 milliards de barils de pétrole qui sont utilisés chaque année dans le monde. Un seul pays pourrait fournir pendant 10 ans du pétrole à la planète entière. C'est une quantité phénoménale. C'est phénoménal. La somme que ça représente, c'est absolument dantesque. Donc oui, parler du Venezuela maintenant, d'ailleurs c'est sa manière qu'il a d'en parler, vous avez vu, il dit de Venezuela, comme si c'était quelque chose, un être en fait, le Venezuela, alors que non, c'est un pays, donc on dit du Venezuela. Et il est donc très important que la France prenne position dans ce qui va se passer dans les mois et les semaines surtout là qui arrivent par rapport au Venezuela. Maintenant qu'on a vu sa réaction, on va aller voir la réaction du côté du RN avec Marine Le Pen et Sébastien Chenu. On va voir tout de suite la différence quand on pose une question sur le Venezuela à quelqu'un du RN ou à Monsieur Mélenchon, la différence de ton et la différence d'approche par rapport à tout ça. Là où tout le monde se rejoint, c'est le fait que tout le monde est content de voir Maduro sorti du jeu. Mais comme je vous le disais, là, on est content parce que c'est un régime épouvantable que seul Jean-Luc Mélenchon soutient. Mais si demain, Donald Trump décidait au nom de la même logique de s'attaquer à un pays qui n'est pas dirigé par des dictateurs, mais dont l'intérêt lui semble nécessaire pour les États-Unis, qu'est-ce qu'on ferait ? On regarderait ça en disant bah oui qu'il continue. Sincèrement, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui peut se passer demain pour Taïwan vis-à-vis de Pékin parce que la même logique amène les mêmes résultats. Vous êtes en train de nous dire que Donald Trump est quelqu'un de dangereux et qu'il va falloir le stopper à un moment ou à un autre, non ? Cette théorie, cette doctrine sur laquelle il s'appuie me semble effectivement porter, je l'ai dit, des dangers pour la souveraineté des nations. Moi, je pense que les États-nations, c'est la seule chose qui protège les peuples. Donc voilà, un positionnement clair. Quand je reviendrai à la fin sur le positionnement géopolitique que devrait adopter la France, vous allez voir, il parle dès le début en disant que c'est très bien que Maduro ait été arrêté. Et ensuite, il s'oppose à ce que des pays dans le monde se réclament d'être interventionnistes
et d'aller à l'encontre de ce qui pourrait se passer au sein de certains pays, même si c'est pour les aider. Donc voilà, on est d'accord avec le résultat, mais on est contre la manière dont ça a été fait. Et c'est un très très bon positionnement, vous allez voir pourquoi à la fin. Et maintenant, Marine Le Pen, qui l'a fait en texte. Il existait 1000 raisons de condamner le régime de Nicolás Maduro, communiste, oligarchique et autoritaire. Il faisait peser sur son peuple depuis de trop longues années une chape de plomb qui a plongé des millions de Vénézuéliens dans la misère, quand il ne les contraignait pas à l'exil. 7 millions d'exilés au Venezuela depuis les élections de Maduro, pour vous dire. Mais il existe une raison fondamentale pour s'opposer au changement de régime que les États-Unis viennent de provoquer au Venezuela. La souveraineté des États n'est jamais négociable, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur continent. Elle est inviolable et sacrée. Renoncer à ce principe aujourd'hui pour le Venezuela, pour n'importe quel État, reviendrait à accepter demain notre propre servitude. Ce serait donc un péril mortel alors que le XXIe siècle est déjà le théâtre de bouleversements géopolitiques majeurs qui font planer sur l'humanité le risque permanent de la guerre et du chaos. Il ne nous reste plus qu'à espérer face à cette situation que la parole soit rendue au plus tôt au peuple vénézuélien, c'est-à-dire, c'est à lui que doit revenir le pouvoir pour définir souverainement et librement le futur qu'il souhaite se donner en tant que nation. Pareil, là, la ligne est très claire. C'est bien qu'il n'y ait plus Maduro. On dénonce les États-Unis et Trump, mais directement, on vient se positionner sur une solution qui devrait être mise en place au Venezuela pour le bien du pays et surtout de son peuple souverain. Très joli texte de Marine Le Pen qui pose exactement la ligne là où elle doit être posée. Et juste avant de vous expliquer pourquoi cette ligne est vraiment la plus juste, géopolitiquement, on va voir quelques réactions qui ne plaisent pas bien sûr à nos amis gauchistes. Ça, c'est lors d'une manifestation. On a des gauchistes en train de faire une manif contre Trump parce que il est intervenu dans ce pays communiste et totalitaire et que c'est donc un méchant. Et on a cette personne qui est vénézuélien, qui vient bien sûr lui hurler son contentement de ce qui se passe. God bless America! Texas #1, baby! God bless America! Don't touch me! Officer, he's touching me! Regardez bien la déconnexion là, tout du petit blanc gauchiste qui vient essayer, comme d'habitude, de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, et qui fait ce qu'il préfère faire, c'est-à-dire des manifestations, et qui ose s'opposer à cette personne qui a sûrement de la famille là-bas, qui est originaire de là-bas, qui fait partie sûrement de ces 7 millions de personnes, ou qui est l'enfant de ces 7 millions de personnes qui ont été obligées de fuir ce pays totalitaire. Et on voit bien qu'il est très heureux pour sa patrie. Toi, tu vas me dire à moi de mon pays. Toi, tu vas me parler à moi de mon pays. Toi, tu vas me dire à moi si je suis content, si je suis d'accord ou pas. Bah oui, on est d'accord. Bah oui, on est content. Bah oui, ça sera beaucoup mieux parce que le Venezuela a été 26 ans sous la misère, sous la pauvreté, insécurité, etc. C'était la merde. Et là, c'est la fin. Finalement, il a été capturé et on est content. Soyez contents pour nous, putain, pour une fois. Normalement, je parle pas politique et tout, mais là, je suis extrêmement content. C'est que c'est bien de se passer au Venezuela, c'est incroyable. Et je sais que ça peut être dur à comprendre pour certaines personnes. Soit ils sont pas d'accord parce qu'ils sont jamais vécu au Venezuela ou ils sont pas renseignés ou quoi. Mais voilà, le 2026, c'est très bien annoncé pour moi. Je suis content. J'espère que pour vous aussi, ça se passe très bien. Et bisous. Bonjour, je m'appelle Yadam. Je suis chanteur vénézuélien. Je me suis réveillé ce matin avec des appels manqués de ma maman et de quelques amis. J'ai ouvert Instagram et je aperçois que le Venezuela a été bombardé. J'ai lâché quelques larmes et puis bizarrement,
Quand j'ai vu que mes amis allaient bien, que ma famille allait bien et que tout le monde était en train de faire la fête, je me dis que je comprends pas parce que normalement on devrait être terrifié. Apparemment Maduro a été capturé. Ensuite je vois les médias en France qui commencent à dire fuck les États-Unis, soutien au peuple vénézuélien qui se fait attaquer par les États-Unis. Et j'ai juste une envie du coup d'expliquer, de mettre les choses au clair du point de vue de quelqu'un qui est pas physiquement au Venezuela mais qui est au moins vénézuélien et qui sait exactement ce qui traverse nos esprits. En fait, ce qui est fou, c'est que nous, les Vénézuéliens, on n'a pas peur de ce bombardement. En fait, on vit dans la peur depuis 25 ans. Depuis que je suis né, on vit dans la peur. On vit dans la peur de sortir dans la rue et se faire tuer par des gens parce que les gens n'ont même pas de quoi manger, donc ils sont obligés de tuer les autres pour voler leur nourriture. On vit dans la peur de dire ce qu'on ressent parce que si on dit quelque chose, écrit quelque chose, envoie un message vocal, le gouvernement, si on est contre lui, il t'emprisonne. Et il n'y a pas de vraie loi au Venezuela. Il y a juste la loi de eux, ces bâtards qui contrôlent le pays depuis 25 ans. Voilà, monsieur Mélenchon. Écoutez le peuple, écoutez les Vénézuéliens. Je pense qu'ils connaissent un peu mieux ce qui se passe là-bas. Car oui, monsieur Mélenchon, le peuple du Venezuela souffrait. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pénurie chronique de nourriture, de médicaments, d'électricité, d'eau potable. L'État ne protège plus, ne nourrit plus, ne soigne plus. En fait, rien n'est fait pour que les gens puissent survivre. C'est même pas être heureux, c'est juste survivre. Rien n'était fait pour que ces gens puissent survivre. Il envoyait les chars écraser les manifestants. C'était un dictateur, monsieur Mélenchon. Et quand une ONG comme Amnesty International, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ou Human Rights Watch, parle clairement de crimes contre l'humanité, vos amis des ONG, monsieur Mélenchon, parlent, eux, de crimes contre l'humanité. Vous oseriez les contredire? La gauche et le communisme mènent toujours à la dictature, et Mélenchon le sait, et c'en est l'exemple parfait que même avec beaucoup d'argent, avec des milliers de milliards de pétrole sous les pieds, les gauchistes arrivent quand même à finir par en faire une dictature. C'est la voie de la gauche, le bout du tunnel de la gauche, c'est la dictature. Voilà, maintenant on va terminer sur la réaction que devrait avoir la France dans le contexte géopolitique actuel. En fait, on pourrait dire qu'elle a 3 options. C'est condamner fermement l'intervention américaine. Ça, c'est la posture morale, c'est du Mélenchon par exemple. Cette posture morale permet de mettre en avant la défense du droit international, de séduire une partie du Sud global. Par contre, cela coûterait l'isolement face aux États-Unis, aucun impact sur le terrain et de l'incohérence avec le passé, car la France n'a pas eu du tout ce même genre de positionnement sur la Libye ou le Sahel. C'est une posture bien sûr confortable, c'est la posture que choisit la gauche, mais elle est vide et sans levier réel, parce que c'est ça qui est important dans la situation dans laquelle nous sommes. Ensuite, il y a la deuxième option, soutenir pleinement Washington. L'avantage, c'est une clarté stratégique, on a choisi notre camp. Ça donne un accès sûrement plus facile aux discussions sur l'après-Maduro, et on se positionne sur la reconstruction économique du Venezuela. Par contre, le risque, c'est une image de vassalisation, bien sûr, on se soumettrait à l'impérialisme américain, une rupture avec une partie de l'Amérique latine et un effacement diplomatique français. Parce que bien sûr, la diplomatie, c'est actionner des leviers pour le bien de la France. Et ça nous retirerait ces leviers. Ce serait quelque chose à court terme de très efficace, mais qui serait désastreux pour l'autonomie et la stratégie française. L'option 3, que moi je choisis car elle est très clairement le positionnement le plus crédible pour la France, c'est mettre en avant les intérêts de la France. C'est reconnaître la fin du régime de Maduro, sans célébrer l'intervention, sans parler de libération, en actant que le régime n'existe plus politiquement. C'est exactement ce qu'a fait le RN.
exiger une transition encadrée. Élections sous supervision internationale, libération des prisonniers politiques et fin de la répression. Ça permet de ne pas cautionner l'intervention tout en validant ses effets. Ce que nous disait Julien Audoul au début. C'est bien, il n'y a plus Maduro, mais ensuite, il part en disant ce qu'a fait Trump, c'est quand même quelque chose qui est dangereux. Et ça permettrait à la France, en ayant ce positionnement équilibré, d'actionner un levier qui serait très important. C'est se positionner comme médiateur. C'est-à-dire dire aux États-Unis, à l'international, votre action a été jugée problématique. Nous nous positionnons entre vous et le pays pour que vous puissiez prouver que votre action n'était pas de l'interventionnisme pour le pétrole, par exemple, même si on le sait que c'est ça. On le sait que c'est ça. Les Vénézuéliens le savent aussi que c'est ça, que c'est pour ça que Trump les a aidés. Mais on permettrait à Trump de retrouver un peu de crédibilité et de faire passer la pilule un petit peu plus facilement, tout en offrant une alternative à la domination exclusive de Washington et du coup permettre à la France et quelque part à l'Europe, parce que je pense que ce serait difficile aujourd'hui dans le contexte européen que la France puisse elle toute seule aller essayer de gérer l'intermédiaire entre le départ de Maduro et la réélection d'un président. Mais en tout cas, la France pourrait avoir un levier extrêmement important dans tout ce qui va se passer pour de la reconstruction, c'est-à-dire du travail pour nos entreprises, mais aussi peut-être des garanties pour du pétrole pour les années à venir. Donc toute la difficulté diplomatique aujourd'hui va être de ne pas trop moraliser pour ne pas se faire exclure, mais de pas trop s'aligner pour pas trop se faire absorber et perdre un petit peu notre âme. Et au niveau global et international, de la géopolitique internationale par rapport à ce qui vient de se passer, Washington, qu'est-ce qu'il recherche? C'est bien sûr éliminer un allié russe-chinois qui, par le fait qu'il soutenait Maduro, avait des contacts directs avec le Venezuela. Donc c'est retirer ses contacts, sécuriser de l'approvisionnement énergétique et bien sûr réaffirmer une forme de domination régionale. Et donc la France, elle doit éviter d'être figurante, donneuse de leçons pour être au final absente de l'après-crise. Et si demain on avait des gens comme Mélenchon au pouvoir, on se rend bien compte que qu'est-ce qui se passerait? On serait exclu et on perdrait encore une fois, on s'enfoncerait encore une fois. La France perdrait de sa capacité à donner des ambitions pour le peuple français et le futur de la France. Donc voilà, toute la question est là. Est-ce que la France a encore aujourd'hui les capacités diplomatiques d'engager une discussion pour essayer de jouer un petit peu des coudes et de trouver une solution qui pourrait nous permettre de garder la face de tous les côtés et de pouvoir prendre un petit billet au passage? Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça qu'un pays doit réfléchir. Ce n'est pas en faisant de la morale gauchiste, comme peut nous faire Mélenchon, qui d'ailleurs perd les pédales, perd pied complètement avec ce qui se passe, parce que ils ne savent pas réagir à ça. Pour réfléchir à ça, il faut avoir une vision pour le futur, il faut avoir les épaules larges et un patriotisme très puissant. Voilà, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit un peu plus compréhensible, qu'on ait un peu plus de clés pour appréhender tout ce qui se passe et qu'on puisse juger plus sereinement tout ce qui va être dit dans les jours qui viennent sur ce sujet. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, partagez, likez. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.